BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Notre première interview ici au Mondial de l'Auto, eh bien, c'est Carlos Tavares. C'est un peu l'homme de ce mondial, Carlos Tavares, directeur général de Stellantis. Bonsoir ou bonjour, Carlos Tavares. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. En fait, c'est votre dernier Mondial de l'Auto, si j'ai bien compris les explications de ces derniers jours, non? Écoutez, il est vrai qu'après 45 années d'industrie automobile, je me suis dit qu'à 68 ans, après consultation de mon épouse, il était temps de tourner la page et c'est ce que j'ai décidé en effet. On va revenir là-dessus évidemment parce qu'on sent que vous avez un besoin d'explication, de vous expliquer parce que on vous croyait insubmersible. Vous étiez l'homme avec des marges à 2 chiffres, vous étiez l'homme qui conquérait absolument toute la planète et puis tout d'un coup, on se rend compte que c'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, vous êtes endormi au volant comme disent certains? Je me réjouis que vous découvriez que je suis un être humain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et effectivement, en 2024, nous avons commis une erreur opérationnelle aux États-Unis où notre plan marketing du deuxième trimestre de l'année n'a pas fonctionné. C'était un plan très innovant, très audacieux. Malheureusement, il n'a pas apporté les résultats escomptés. Et donc, il nous a mis en difficulté au début du troisième trimestre où la récupération au niveau des stocks de nos concessionnaires a été plus lente que prévu. Et c'est ce qui nous a mis en difficulté. Mais vous savez, vous êtes presque le, pardonnez-moi la comparaison, le Bruno Le Maire de l'automobile, parce que Bruno Le Maire, lui, il n'avait pas vu comment en 9 mois, il y avait 100 milliards de dettes qui se sont accumulées dans les dépenses de la France. Et vous n'avez pas vu qu'il y avait des augmentations de stock, pourtant, qui étaient assez visibles. Écoutez, ça va peut-être vous surprendre, mais il y a dans notre entreprise une grande délégation de pouvoir dans l'ensemble des niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Et notre équipe aux États-Unis avait le pouvoir et l'autorité pour décider ce plan marketing. Ouais. Ils l'ont fait en pensant bien faire, en prenant le pouls du marché et ce que faisaient nos concurrents. Malheureusement, ce plan a échoué. C'est juste la vie, c'est la vie opérationnelle. Et quand vous êtes dans un contexte où l'industrie est sous une forte pression et que vous rajoutez une erreur opérationnelle, eh bien, ça a conduit aux conséquences que vous avez mentionnées. Alors, je vais quand même préciser que l'entreprise est rentable et qu'elle n'est pas en difficulté, mais que nous avons dû, comme c'est la règle, faire un profit warning. Profit warning qui a quand même eu des conséquences assez fortes sur votre cours en bourse, puisque vous avez perdu, je crois, de mémoire à peu près 45% depuis le début de l'année. Et en même temps, vous avez procédé, il y a eu deux faits qui peuvent paraître un peu contradictoires par rapport à la situation d'aujourd'hui. Vous avez procédé, je crois, à 2 rachats d'actions pour un montant grosso modo de 4 milliards. Est-ce que, en fait, cet argent que vous avez donné à vos actionnaires, vous auriez peut-être mieux fait d'avoir des investissements plus importants? Est-ce que la pression de vos actionnaires familiaux est trop forte? D'abord, je vous rassure, sur la pression, elle est parfaitement gérable. En particulier sur ce thème-là, elle est parfaitement gérable. Et je n'ai jamais reçu de pression de la part de mes actionnaires sur ce thème. C'est toujours le management qui a fait des propositions. Sur ce thème, j'aime bien sur ce thème. Sur ce thème, bien entendu. Sur ce thème, puisque vous me questionnez là-dessus. Oui. Et donc, quand vous regardez les engagements que l'entreprise prend, quels qu'ils soient, notamment en matière de rachat d'actions, ils sont tenus. Et donc, nous avons simplement exécuté les engagements que nous avions tenus à une date antérieure, évidemment. Et donc, les engagements sont tenus. Il n'y a rien d'autre à dire. Sur le cas particulier que vous avez mentionné, nous sommes dans une situation où il y a une erreur opérationnelle qui a été corrigée. Et je peux vous donner une information en avant-première, c'est que vous verrez avant Noël de cette année que cette question du stock aux États-Unis aura été corrigée pour passer sous la barre des 330 000 véhicules avant Noël cette année. Oui, donc ça c'est un point important. Et qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas? Eh bien, on tentera à nouveau de le corriger. Mais j'ai bon espoir que ça se passera. Sinon, je ne vous le dirai pas ici. Est-ce que c'est pour ça que vous avez un peu... il y a eu un conseil d'administration donc, la semaine dernière, il y a quelques jours. Vous avez sauvé votre tête, mais en même temps, vous avez un peu décapité votre top management. Est-ce que c'est une manière de faire passer la pilule? Pardonnez-moi ces questions, non, elles sont nécessaires. La question est très bonne. Je vois que le vocabulaire est très hexagonal. Mais la question est tout à fait pertinente. Nous avons constaté qu'il y avait un problème, il y a eu un dysfonctionnement, même si la délégation d'autorité a été respectée, sur le plan de la compétence et de notre capacité à obtenir des résultats, il y a eu une erreur. Donc cette erreur-là, il faut que chacun soit conscient qu'il y a une responsabilité qui s'exerce dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est le patron de l'Amérique du Nord qui a changé, c'est aussi le patron de l'Europe et c'est aussi la directrice financière qui a changé. Les trois ont changé parce qu'il y avait effectivement conscience que l'entreprise, face à cette situation darwinienne, avait besoin d'une nouvelle équipe. C'est ce que nous avons discuté et décidé avec le board.
Nous l'avons fait, comme vous l'avez vu, avec le soutien plein et entier du board. Et nous sommes maintenant au travail, concentrés sur notre tâche pour corriger les problèmes que nous avons le plus vite possible. Juste avant d'aborder, Carlos Tavares, votre feuille de route pour les 15 prochains mois, d'abord, rétrospectivement, est-ce que vous trouvez que votre super bonus est justifié aujourd'hui? Super bonus qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est une question purement transactionnelle. Il y a un contrat. Oui, mais oui. Chacun respecte sa part du contrat. Non, mais là, je suis plus sur le plan personnel de vous, de votre éthique que vous avez. Moi, je dirais que mon éthique s'exerce sur d'autres domaines que celui-là. Mais sur ce domaine-là, s'il vous plaît, parler d'éthique, vous pouvez. Ce que je vous dis, c'est que si vous pensez qu'il faut changer le modèle de société pour que ces situations-là ne se reproduisent pas, il vous suffit de créer un parti politique, de faire un programme, de gagner les élections et d'en faire une loi. Et je la respecterai. Ouais. C'est quoi votre feuille de route pour les 15 prochains mois? Puisque vous avez dit, vous respectez votre engagement vis-à-vis de votre femme et accessoirement de vos actionnaires, que vous allez partir dans 15 mois. C'est quoi votre feuille de route là? C'est le retour à une marge opérationnelle de 2 chiffres? Effectivement, j'ai annoncé après consultation de mon épouse et de ma famille que je partirai en 2026. Je l'ai annoncé le 3 octobre 2024 lors d'un événement qui a eu lieu à Sochaux. Et je l'ai fait sur ma propre initiative parce que c'était important de clarifier cette question-là. C'est maintenant fait. Et donc ce que nous avons à faire pour les 20 prochains mois, c'est gérer le virage de la transition énergétique, qui est un virage extrêmement délicat, extrêmement dangereux, et faire en sorte que l'entreprise, début 2026, soit pleinement sortie de cette période difficile, avec une pérennité qui s'appuie sur des résultats récurrents et une situation technologique qui soit robuste et qui donne satisfaction à nos clients. Votre stratégie de pricing power, c'est-à-dire c'est d'augmenter la valeur des voitures puisqu'elles sont très performantes. Est-ce que vous vous dites pas aujourd'hui que vous avez peut-être trop augmenté le coût des voitures, d'où l'annus horribilis qu'on connaît en 2024 pour votre industrie? Pour être très franc avec vous, je pense que ça n'a rien à voir. D'accord. Rien à voir. Je pense qu'il y a eu un mauvais management des stocks du réseau de concessionnaires américains qui a atteint une limite qui n'était pas supportable par nos concessionnaires, et à juste titre. Et cette limite a été atteinte parce que notre plan marketing a échoué. On corrige le plan marketing, on est reparti maintenant sur une bonne dynamique. Nos concessionnaires sont d'accord avec nous, ils voient que la dynamique elle est positive, ils voient que nous allons résoudre le problème avant Noël. Et donc c'est un problème opérationnel, ça n'a rien à voir avec la stratégie, c'est un problème opérationnel, ça arrive, et c'est une décision qui a été prise par l'équipe locale, qui malheureusement était une mauvaise décision. 2 questions quand même importantes par rapport à votre stratégie, Carlos Tavares. C'est aujourd'hui c'est 14 marques, votre groupe, plus Leapmotor qu'on aperçoit là derrière le centre Citroën. Est-ce que vous avez dit, on verra le choix du consommateur, donc vous n'avez pas exclu le fait de céder des marques? Est-ce que vous y pensez vraiment? Je vous confirme qu'il n'y a pas de tabou, je vous le confirme. Les marques sont des actifs de l'entreprise qui sont très importants. Je les valorise à titre personnel beaucoup, puisque au moins depuis 4 ans, je les défends, alors que beaucoup d'interlocuteurs m'incitent à les vendre. J'ai eu effectivement des Chinois qui sont venus me demander de leur vendre des marques. Lesquels quoi? BYD, lesquels? Je ne veux pas les citer pour une question évidemment de courtoisie vis-à-vis de ceux qui m'ont posé la question. Ils m'ont demandé de vendre des marques européennes, même françaises, et j'ai refusé. Et donc je me pose en premier défenseur des marques que nous avons notamment en Europe et notamment en France. Maintenant, ceci étant dit, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à créer une valeur que les clients reconnaissent, eh bien nous avons un problème et soi-même il faut le traiter. Et donc tant que les marques arrivent à créer une valeur que les clients reconnaissent et qui se traduit par des profits récurrents qui permettent d'investir sur le modèle suivant et sur la prochaine technologie, tout va bien. Sinon, il faut traiter la question. Alors on a le sentiment vraiment que l'Europe s'est fait un harakiri en tous les cas sur son industrie automobile. Je m'en souviens, il y a 2 ans, je vous avais interviewé, vous avez pardonnez-moi, piquer un coup de gueule contre l'Europe en disant c'est du grand n'importe quoi. Est-ce que, vous le maintenez, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a des stratégies différentes entre vous, entre Luca De Meo, entre d'autres acteurs, BMW. Vous, c'est quoi? On reste sur 2035. Quand est-ce qu'on fait la clause de revoyure pour voir si on laisse qu'on l'avance? Et puis, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la norme CAFE, cette fameuse norme de réduction de CO2? D'abord, vous avez parfaitement raison de dire que nous avons une position différente. La position de Stellantis est une position éthique. Il est absolument incroyable que, alors que nous voyons les incendies, les cyclones, les inondations, on continue à se dire qu'on peut continuer à reculer le moment
où on va faire quelque chose de significatif pour contribuer à la résolution du problème. La position éthique de Stellantis, c'est de dire, nous, on est du bon côté de l'histoire, on ne demande pas un changement des règles, nous demandons la stabilité des règles, nous sommes prêts, ça fait de nombreuses années que nous y préparons, nous avons les plateformes, les véhicules, la technologie, nous sommes prêts, donc nous voulons simplement contribuer à la résolution du problème. Et ceci est vrai, vous avez parfaitement raison de le souligner, c'est très différent de la position de nos concurrents qui cherchent à retarder cela. Nous ne cherchons pas à retarder ça. Est-ce que vous cherchez à accélérer la présence des Chinois en Europe, notamment avec l'IPA-moteur? Est-ce que ça peut conduire à des fermetures d'usines sur le sol européen? On a déjà vu Volkswagen qui a fait. Il y aurait beaucoup à dire sur ce thème-là. Ce que nous cherchons à faire, c'est à profiter de la dynamique des Chinois en Europe pour que ça contribue aux résultats de Stellantis qui les utilisera pour mieux investir dans son avenir. C'est ça que nous cherchons à faire. Il y a une dynamique, une offensive chinoise qui dépasse le contrôle qui est possible par le continent européen. Nous cherchons à en tirer parti pour que ça bénéficie aux résultats de Stellantis et que, par voie de conséquence, ils puissent utiliser cet argent-là pour investir dans des technologies et dans des investissements qui vont rattraper les Chinois dans ce domaine. Pas de fermeture d'usine, notamment Poissy ou... Il est trop tôt pour en parler. On verra bien de quelle manière est-ce qu'on va sortir des 20 prochains mois. Toute dernière question sur la C3, parce que c'est quand même ce qui est très important pour vous à ce mondial de l'automobile. C'est pour ça que nous sommes sur ce stand-là. Vous comptez beaucoup sur la C3 peut-être pour booster l'année 2025? Il y a deux modèles phares sur ce mondial. La C3 pour laquelle nous avons déjà 50 000 commandes. Une voiture 100% électrique qui est vendue en dessous de 23 000 €. Version d'entrée à 20 000, version centrale à 23 000. Donc un véhicule accessible, plus de 300 km d'autonomie, moderne, avec les bons équipements. Plus de 50 000 commandes. Nous avons la nouvelle Peugeot 3008, plus de 80 000 commandes avec 700 km d'autonomie. Donc nous avons des modèles français 100% électriques qui connaissent un grand succès, qui sont vendus à des prix raisonnables. Donc ce que je dis à nos clients, c'est compter sur Stellantis et sur les marques de Stellantis pour vous apporter une solution mobilité qui soit sûre, propre et abordable. Luca De Meo, il pourrait vous succéder? Il est sur la liste éventuelle? Posez la question au board. Merci beaucoup, Carlos Tavares. On sait que vous êtes très demandé, on vous laisse. Merci beaucoup. Merci à vous surtout.